Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Sophie Debert est née à Reims, dans le département de la Marne, et haut lieu du Champagne. Mais c'est dans un minuscule village des Ardennes qu'elle a passé son enfance et son adolescence. Lorsqu'elle avait 6 ans, elle voulait vivre au milieu des animaux, être une sorte de vétérinaire en réserve animalière, un peu à l'image du personnage joué par Brian Kelly dans la série Flipper le Dauphin. Mais ce rêve a très vite évolué, et c'est peut-être inspiré par sa grand-mère, directrice d'école, que Sophie s'est orientée vers le métier d'enseignante. Aujourd'hui, elle vit à Colomar, et c'est à Nice qu'elle enseigne en tant que professeur des écoles en cycle 3. Quand on lui demande de résumer son parcours professionnel, elle utilise cette métaphore des petits cailloux plus ou moins gros, concentrés des valeurs qui l'animent, qu'elle essaye et parvient parfois à déposer dans les tout jeunes esprits de ses élèves. Son côté etc., c'est l'écriture. Sophie est romancière et auteure de 2 romans, La Dérobée et Les Corps conjugaux, et s'apprête à en publier un 3e en février chez Jean-Claude Lattès qui traitera de la différence et entre autres du harcèlement scolaire. Son travail d'écriture ne s'arrête pas à cette œuvre romanesque puisque Sophie écrit également des chansons. Écrire des histoires la passionne depuis qu'elle sait tenir un stylo, sans doute pour exprimer sa vérité, traduire des émotions qu'un tempérament secret et timide l'empêche d'extérioriser autrement. Sophie Debert, bonjour. Bonjour Christophe. Nous sommes dimanche, il est 18h, et le week-end se termine doucement. Quel aura été le moment le plus agréable, le plus doux ou le plus heureux de ces 2 jours de repos? Alors le moment le plus agréable, je dirais que c'était tout à l'heure, cet après-midi, lorsque je suis allée me promener sur le Mont Chauve, donc pas très loin de chez moi. Et j'adore en fait être dans la nature. Je suis une personne assez contemplative, donc j'ai pas besoin de grand-chose. Voilà, un petit peu de nature, des arbres, éventuellement un peu de musique dans les oreilles, et voilà. Et je suis heureuse. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Sophie? Alors j'ai un regard plutôt nostalgique, puisque j'ai vécu une enfance justement en pleine campagne, dans un tout petit village de 150 âmes. Et c'était une enfance très libre. Je vivais dans une maison à la périphérie du village, donc qui était tout près d'un petit bois en fait. Et j'allais souvent me balader avec un petit voisin. On fabriquait des cabanes. On était vraiment très très insouciants et on profitait beaucoup de la nature autour. Et puis durant mon enfance, j'étais une petite fille rêveuse aussi, beaucoup dans mon imaginaire. Faut dire que il y avait pas grand-chose à faire dans mon petit village à part se balader, lire, jouer un petit peu avec les enfants de ma rue, voilà. Et puis non, c'était une belle enfance, mais assez assez tournée finalement vers des choses qui sont comme je disais tout à l'heure, des choses un peu contemplatives. Voilà. Donc c'était une belle enfance, mais très calme, parfois presque ennuyeuse, mais en même temps l'ennui, je trouve que ça a beaucoup de vertus. C'est vrai.
Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève? Oula, alors j'étais une bonne élève. J'aimais beaucoup l'école. En plus, j'étais issue d'une famille à grande majorité enseignante, puisque mon père était directeur d'école, ma grand-mère directrice d'école, mes oncles et tantes étaient professeurs. Voilà, donc il y avait quand même beaucoup d'enseignants dans la famille. Donc l'école avait quand même une grande importance. Il y avait un immense respect par rapport aux enseignants, qui m'avait été inculqué dès le plus jeune âge. Donc j'aimais aller à l'école. D'ailleurs, je me souviens que quand j'étais petite, je râlais le jour des grandes vacances parce que je voulais rester dans l'école. Donc j'ai beaucoup de bons souvenirs. J'ai surtout des souvenirs d'admiration de certains professeurs. D'ailleurs, il y a des professeurs qui m'ont énormément marqué, à qui d'ailleurs j'ai dédicacé j'ai dédicacé mon dernier roman. Des professeurs de français qui m'ont transmis avec passion leur amour pour la littérature. Les meilleurs souvenirs, je dirais que c'est peut-être lorsque j'étais en CM2 dans ma toute petite école communale, j'avais créé une petite pièce de théâtre avec des camarades. Et le maître d'école, qui était quelqu'un d'assez craint, qui était assez impressionnant, avait accepté de regarder cette pièce et m'avait félicité à la fin de cette pièce que j'avais écrite. Donc ça, c'est un très bon souvenir. Vous avez été quel genre d'adolescente? Ah, alors c'était un petit peu différent de l'enfance là. J'étais assez rebelle, mais pas trop quand même. C'est-à-dire que je suis restée une bonne élève, mais j'étais quand même une originale. Donc je cherchais toujours à me distinguer un petit peu, parfois un petit peu provocatrice. Et j'étais surtout une adolescente un peu excessive, au sens où je pouvais avoir des périodes de grande euphorie qui alternaient immédiatement avec des périodes de gros spleen. Voilà, je cherchais à être le plus original possible, notamment dans mes vêtements, ce qui n'a pas toujours été très heureux. Et voilà. Et puis j'aimais beaucoup être entourée. J'étais beaucoup moins solitaire en fait à l'adolescence que je ne l'étais quand j'étais enfant. Et j'étais aussi très utopiste. En fait, je voulais un peu sauver le monde, m'engager. J'étais assez politisée déjà à partir de la 3e ou de la seconde. Voilà, donc j'étais quelqu'un d'assez engagé. Prof, etc. Alors en quoi cette période a influencé le choix du métier de professeur que vous exercez aujourd'hui? Alors, bon déjà, comme je vous disais, j'ai baigné toute petite dans un environnement où il y avait beaucoup d'enseignants. Donc on parlait beaucoup d'école, les réunions familiales. C'était souvent consacré, c'est presque des réunions pédagogiques. J'avais beaucoup d'admiration pour ma grand-mère paternelle, qui était donc directrice d'école et qui selon moi connaissait tout. En fait, elle connaissait tout, le nom des fleurs, des arbres, elle savait dessiner, elle lisait beaucoup, elle écrivait très bien, elle me racontait, quand on allait se promener toutes les deux, elle me racontait un peu la grande histoire à travers les petites histoires de la famille. Enfin voilà, c'était quelqu'un qui était très polyvalent, qui savait un peu tout faire, et moi je trouvais ça admirable. Et c'est vrai que le métier d'instituteur, pour moi, ça se caractérisait par ça en fait, par cette capacité à un petit peu tout savoir, un petit peu tout faire. Donc c'était quelque chose que j'admirais et je me disais peut-être, qui sait, un jour je serais peut-être maîtresse d'école. Puis après en grandissant, j'ai hésité beaucoup entre plusieurs voies. Donc j'ai fait des études de philosophie, donc à un moment donné il était question que j'aille en thèse. Après, j'hésitais aussi à reprendre des études pour être journaliste parce que je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait autour de moi. Et puis un jour, j'ai donné des cours de bénévolat en fait dans un centre social parce que je revenais à l'époque d'un séjour linguistique d'1 an à Sydney en Australie. Et donc je parlais plutôt bien anglais, donc j'avais voulu un petit peu aider les gamins de mon quartier. Et donc je donnais des cours et en fait, ça m'a énormément plu. Donc j'ai demandé ensuite à faire un petit stage dans une école. Et en fait, ce petit stage a été vraiment un enchantement. Voilà, c'est ça qui m'a décidé à me lancer dans ce métier. Je le disais dans votre portrait, l'écriture est votre oxygène. Vous êtes plutôt clavier ou stylo? Alors, je suis beaucoup plus clavier. Parce qu'en fait, le stylo, c'est bien beau, mais
C'est beaucoup plus compliqué de copier-coller que sur un clavier. Cela dit, lorsque je suis par exemple en voyage, il m'arrive aussi de noter des petites idées sur un petit carnet. Mais c'est vrai que sinon j'écris la plupart du temps sur un clavier. Ça a quand même le mérite d'être plus pratique, même si c'est un petit peu moins romantique dans l'esprit. Vous parlez de votre écriture comme une nécessité. À quel moment de votre vie vous avez compris ça ? En fait, je crois que j'écris vraiment depuis toute petite des histoires, des nouvelles. J'ai toujours adoré écrire, hein, mais une nécessité, ça l'a plus été en fait pendant un temps. En fait, le temps de mes études. J'ai arrêté d'écrire quand j'ai commencé mes études de philo, puisque en fait j'avais perdu le goût de la lecture et donc aussi de l'écriture, puisque je lisais à ce moment-là, je lisais un livre pour le décortiquer. J'avais perdu finalement le plaisir. J'étais beaucoup plus dans l'analyse en fait. Donc pendant des années, j'ai complètement cessé d'écrire. Et puis quelques années plus tard, en fait, j'ai rencontré mon compagnon qui est musicien, et puis petit à petit, je me suis remise à écrire des petits textes pour faire des chansons. Et c'est à partir de là que c'est revenu et que j'ai de nouveau eu envie de réécrire des histoires. Et puis, mais j'en ai pas fait non plus un roman parce que pour moi, il fallait quand même être en quelque sorte plus expérimenté pour pouvoir être légitime dans l'écriture d'un roman. Et c'est à peu près à l'aube de mes 40 ans que je me suis vraiment lancée dans cette aventure. J'avais le sentiment d'être cette fois suffisamment légitime. J'avais suffisamment vécu entre guillemets pour pouvoir dire des choses qui peut-être pourraient intéresser des lecteurs. Voilà. Et à partir de là, en fait, c'était en 2018, donc mon premier roman a été édité, et à partir de là, j'y ai pris un plaisir fou. Et c'est devenu vraiment une nécessité. C'est-à-dire que là, j'ai le 3e qui va sortir, donc en 2022. Donc en 4 ans, j'aurais écrit 3 romans. Et oui, c'est devenu, comme vous disiez, presque comme de l'oxygène, en fait. J'en ai besoin. Ouais. J'ai commencé la lecture de ce premier roman et j'ai hâte de terminer cette interview pour y retourner. Non, je plaisante. Je trouve que votre écriture est extrêmement fluide et en même temps ciselée, précise. Les mots font naître jusqu'à des sensations physiques, des émotions sensorielles très précises. Est-ce que c'est le fruit d'un travail de reprise, de relecture, ou est-ce que vous écrivez comme ça spontanément ? Alors, le premier jet d'un livre, c'est quelque chose qui va très vite. Que ce soit pour La dérobée, les corps conjugaux ou mon prochain livre, Les ailes collées. En quelques semaines, le premier jet était terminé. Mais justement, donc parce que j'écris vraiment beaucoup à l'instinct. En fait, je dirais que dans un livre, tout peut être faux, sauf l'émotion. C'est-à-dire que la vérité, elle tient vraiment dans l'émotion que je transmets. Ce sont des émotions que j'ai forcément ressenties à un moment donné ou à un autre. Alors bien sûr, c'est par le truchement d'un personnage, d'une histoire qui n'est pas la mienne. Mais oui, j'ai l'impression que j'ai l'émotion qui coule à travers le stylo, enfin plutôt à travers le clavier. Donc c'est pas travaillé au départ. Après, il y a quand même un travail de réécriture très important. Mais il y a des tas de passages que je n'ai pas du tout retouchés, et ce sont souvent d'ailleurs les passages les plus forts en sensation, puisque c'est vraiment, je saurais même pas dire comment j'écris. Hein. Ce sont des moments un petit peu de grâce où il y a comme une main invisible finalement qui écrit à ma place. C'est presque de l'ordre de l'inconscient. Voilà. Donc c'est ciselé, oui, parce que c'est quand même repris peut-être dans la structure des phrases. Mais le choix des mots, les sonorités, la musique, tout ça, c'est quand même très, très spontané et instinctif, oui.
Ce premier roman, c'est une sorte de profonde et douloureuse introspection de Claire, qui commence lorsqu'elle se rend compte qu'Antoine, son amour de jeunesse, vient d'emménager dans son immeuble. Est-ce que pour vous, l'écriture passe nécessairement par l'exploration de l'intimité d'un personnage? Ah oui, complètement. Ah, c'est ça qui est intéressant en fait, de se mettre dans la peau d'un personnage, finalement de se confronter à la fois à une altérité complète et en même temps à une ressemblance, parce qu'on est tous quand même faits plus ou moins de la même pâte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se confronter aux deux et essayer de se mettre dans la peau, dans la tête, dans le corps d'un personnage, sans jamais le juger, en essayant de se laisser finalement guider par ce personnage, puisqu'à la fin finalement c'est le personnage qui commande le livre. C'est ça qui m'intéresse. Oui, j'aime beaucoup explorer cette intimité-là. C'est d'ailleurs une sorte d'obsession intime, ça, chez moi. C'est vraiment essayer d'aller dans la tête d'un personnage et voir un petit peu comment ce personnage va pouvoir évoluer par rapport à telle ou telle situation. D'ailleurs, c'est un des thèmes qui traverse mes 3 romans là. C'est vraiment le thème de la métamorphose. C'est-à-dire la transformation des êtres par rapport à certains drames vécus. Et comment ils s'en sortent. Et d'une manière tout à fait différente d'ailleurs de celle avec laquelle j'aurais pu m'en sortir moi personnellement. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Justement, dans votre deuxième roman, Les corps conjugaux, vous abordez un thème assez peu connu, celui de la disparition d'adultes. Oui. Il y en a entre 40 et 50 000 chaque année en France. Et c'est ce qui arrive à Alice, qui vient juste de se marier avec Jean, 10 ans après la naissance de leur fille Charlotte. Sans spoiler l'intrigue, qu'est-ce qui peut pousser une femme, une mère, à disparaître comme ça? Alors justement, c'est la question que je me suis posée. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup questionnée quand j'étais une jeune professeure stagiaire. J'avais justement une petite fille dans ma classe dont la maman avait disparu, comme ça, du jour au lendemain. Et ça m'avait beaucoup interrogée parce que je m'étais dit, mais qu'est-ce qui peut pousser une mère surtout à quitter son enfant comme ça, à l'abandonner, alors qu'il n'y avait pas forcément de raison visible. Et je m'étais interrogée sur cela pendant cette période. Puis moi, je l'avais oublié. Et puis, en 2019, en fait, je suis tombée sur un fait divers assez incroyable, dans lequel justement on voyait une femme qui avait disparu et qui avait abandonné son mari et sa fille de 10 ans, alors que tout allait bien dans leur couple. C'était une maman aimante, dévouée, pour justement cette raison que je ne vais pas vous dévoiler, mais qui est au cœur de mon roman et qui est assez bouleversante. Voilà. Et donc finalement, ce qui paraît être une faute au départ, ce qui paraît être vraiment la faute ultime, qui est le fait d'abandonner son enfant, peut être vu comme un don. Et le don ultime justement. Mais ça, je peux pas vous révéler maintenant quelle est cette raison, mais c'est voilà. Mais c'est vrai que vous avez évoqué le fait que de nombreuses personnes disparaissent chaque année. Ça, c'est quelque chose aussi qui paraît fou parce qu'il y en a énormément. Vous l'avez dit, 40 000 en plusieurs dizaines de milliers. Et en plus, ces personnes ont le droit de disparaître. La loi les autorise à partir. Voilà. Et si elles refusent de communiquer leur nouvelle adresse, les autorités ne peuvent pas l'obliger à le faire. Bref, etc. Cette histoire interroge aussi sur la question des limites de l'amour. Jusqu'où est-il possible d'aimer? Alors, vous qui êtes aussi philosophe, vous répondriez comment à cette question existentielle? Alors justement, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est justement ce que j'ai essayé de faire dans ce roman, d'interroger le poids de l'amour, sa profondeur, et finalement de dire c'est quoi aimer? Quel est le poids de la morale, justement, par rapport à des choix qui peuvent être instinctifs, sensibles. En fait, dans ce roman, j'interroge vraiment ce poids, qui peut être d'ailleurs très très lourd et qui a déjà été beaucoup interrogé dans les tragédies classiques de la littérature. Finalement, c'est l'histoire des amours impossibles. Donc voilà, donc c'est une forme de parabole.
Et je ne saurais pas répondre à votre question parce que je pense que chaque cas est vraiment singulier. Et ça dépend de l'histoire de chacun, de la force de l'amour aussi qui unit les personnages. Voilà, donc je peux pas vous dire jusqu'où on peut aimer. En février 2022, vous publierez votre 3e roman chez Jean-Claude Lattès. Vous pouvez nous le pitcher ? Oui. Au tout début du roman, en fait, on se trouve un soir d'été 2003. Paul, la trentaine, se marie avec Anna et ensemble, ils attendent un enfant. Mais quand le soir même de son mariage, Paul retrouve un ancien meilleur ami perdu de vue depuis 20 ans, Joseph, ce sont les secrets et la fièvre d'un autre été qui ressurgissent. L'été 1983. Cet été-là, Paul a tout juste 15 ans et il se trouve dans une petite ville bourgeoise de bord de mer. Et coincé entre une mère flamboyante mais bancale et trop fragile, un père absent et une petite sœur qu'il se doit de protéger depuis sa naissance, il étouffe, il peine à trouver sa place. Alors quand il rencontre Joseph, qui est un garçon à la vie de bohème, très très différent de lui, très libre, très sûr de lui, c'est un peu comme une bouffée d'air pur pour lui. Très vite, ce garçon, Joseph, lui ouvre un nouveau monde et il l'ouvre également à une amitié incroyable, même incandescente. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, l'amitié chavire et les autres s'en mêlent. Ils fondent sur eux, cruels, teigneux, violents. Et sous le regard malheureusement impassible des adultes, cette violence de meute déferle sur Paul et va bouleverser sa vie à jamais. Alors Les Ailes collées, je dirais que c'est un roman sur la complexité, la force des liens qui unissent une mère avec son fils, un père avec son fils, ou deux amants, donc les liens filiaux, amoureux. Mais c'est aussi une réflexion sur la norme, sur sa place, et sur le rôle que le passé peut tenir dans une vie. À quel point finalement certains événements, certains drames peuvent modeler une personnalité et même parfois changer une vie tout entière. Voilà pour le pitch. Est-ce que vos élèves savent que vous êtes romancière ? Oui, la plupart le savent, oui. D'ailleurs, c'est amusant parce que ils sont toujours friands de tas de questions. En fait, ils ont du mal à t'imaginer qu'une personne normale, entre guillemets, comme je le suis, peut être écrivain. Oui. En fait, ça désacralise un petit peu la fonction d'écrivain. Et en même temps, c'est très bien parce que ça leur montre aussi que c'est accessible. Et d'ailleurs, c'est amusant cette année parce que mes élèves se sont lancés d'eux-mêmes dans l'écriture de petits romans. Donc, on a une petite pause après 13h30 qui dure un quart d'heure, 20 minutes, qu'on appelle la parenthèse lecture. Et pendant cette pause, ils ont le droit de lire tout ce qu'ils veulent. C'est vraiment de la lecture plaisir. Et ils m'ont demandé l'autorisation pour également écrire des romans. donc c'est amusant parce qu'ils écrivent des petits livrets et ils les mettent dans la bibliothèque de classe. Et comme ça, ils échangent leurs petits romans, ils se donnent leur avis. C'est vraiment, vraiment super. Vous avez répondu à ma prochaine question qui était justement de savoir si c'était quelque chose qui vous était utile dans la manière de les amener, eux, à produire aussi des écrits, mais vous y avez partiellement répondu. Disons que là, ça s'est fait spontanément, mais habituellement, je consacre quand même une bonne partie de mes projets à la lecture et à l'écriture. Donc, je mène avec eux pas mal de petits rallyes lecture et rallyes écriture. On fait des petits ateliers d'écriture créative. Voilà, donc c'est quelque chose que je fais très régulièrement et j'essaie aussi de leur faire lire un maximum de livres à travers des rallyes, des petits concours, etc. Et en général, à la fin de l'année, la plupart des élèves ont lu au moins 70 à 80 livres.
Donc de toute taille hein, quand même. Hein. Mais c'est quelque chose qui, enfin, je pense que j'arrive à leur transmettre. C'est cet amour de la littérature. Alors, on le disait tout à l'heure, vous aimez aussi les idées avec un I majuscule et vous vous questionnez depuis que vous êtes toute petite, ce qui vous a tout naturellement conduit et mené à la philosophie que vous avez étudiée. Dès le début de votre carrière de prof, vous avez organisé des ateliers philo avec vos jeunes élèves, bien avant que cela soit devenu à la mode finalement. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette longue expérience des ateliers philo avec des jeunes enfants, des jeunes élèves? Déjà que c'est nécessaire. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait réaliser dans toutes les écoles de France. C'est en fait, ce sont des moments privilégiés, alors qui sont vraiment des bulles de pensée en fait. Mon but quand je fais des ateliers philo, c'est pas d'enseigner la philosophie, c'est d'enseigner une manière de penser, de leur donner des outils en fait pour simplement développer l'esprit critique, hein, pour les ouvrir un petit peu à la réflexion. Les sortir un petit peu du culte de l'opinion, voilà, les fausses informations aussi en ce moment. On travaille beaucoup là-dessus parce que c'est quand même au goût du jour, malheureusement. Donc c'est développer chez eux un esprit de curiosité en fait, et ne pas se laisser enfermer dans un système de pensée. Et c'est très très bénéfique. Et les enfants adorent ça. En fait, c'est vraiment un moment. Comme je vous disais, qui est à part. On se met déjà, je change de salle. Hein, on se met pas dans la salle de classe, on va dans une autre salle. Quand je peux, je le fais en demi-groupe. C'est malheureusement pas toujours possible. Donc là, c'est vrai que cette année, j'ai 29 élèves, donc ça fait des groupes de 29, donc c'est énorme. Mais il y a des années où, quand j'avais l'AVS, on arrivait un petit peu à s'arranger. Mais cette année, c'est pas possible. Mais même à 29, ça reste quand même un moment magique où les enfants, en fait, voient finalement se déployer leurs propres pensées. Et ils s'épatent même eux-mêmes. et parfois, d'ailleurs, je leur dis, ah oui, tu as dit ça comme, par exemple, je sais pas, Socrate, ou tu penses comme Nietzsche. Et là, ils ont leurs yeux qui qui s'allument et qui disent, ah oui, moi aussi, je pense comme un philosophe. Donc c'est vraiment une expérience que je recommande à tous, et en plus qui est accessible à tous. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études de philosophie qu'on peut pas le faire. Hein. C'est vraiment il faut juste avoir envie, se documenter bien sûr en amont. C'est un travail de préparation quand même assez important pour pouvoir justement rebondir sur les questions des enfants, sans jamais vraiment les influencer. Ça, c'est très important aussi. Mais oui, il y a quelques années, donc j'ai fait un travail de recherche avec une professeure des universités autour justement de l'enseignement de la philosophie en primaire à partir d'albums jeunesse. Et je continue d'ailleurs à le faire de temps en temps. Et c'est quelque chose qui est encore plus riche d'ailleurs que l'atelier philo basique où on part d'un mot ou d'une question ou d'une citation. Là, on part vraiment d'une histoire, et ça permet aux enfants de s'identifier à un personnage et d'être encore plus enclin finalement à laisser les émotions, puis petit à petit la réflexion jaillir. Voilà, donc mon petit bilan, c'est que ça vraiment ça change le regard des enfants sur des tas de problèmes, et ça change leur regard aussi sur eux-mêmes. C'est-à-dire que ça les valorise énormément. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Prof, etc. Tout à l'heure, vous disiez, enfin, c'est moi qui le disais dans votre portrait, que écrire s'était imposé un petit peu derrière une timidité ou une réserve qui était un trait de votre personnalité. Comment faites-vous avec les petits parleurs pour donc vos élèves, qui sont pas forcément ceux qui se mettent en avant dans ces ateliers philo? Comment faites-vous pour leur permettre de trouver leur place dans ces activités? Je les sollicite. Justement, je les repère et je les sollicite. C'est vrai que dans une classe, comme je vous dis, avec un effectif comme assez important, c'est pas toujours évident. Et justement, les ateliers philo, pour ça, c'est très très utile, parce qu'on a dès le départ des règles
qu'on lit ensemble. Et dans ces règles, il y a celle qui consiste à laisser la parole à celui qui n'a pas parlé. Donc, à la fin de l'atelier, souvent, on fait un petit bilan et je vois un petit peu qui n'a pas parlé. C'est à eux de prendre la parole. Ou éventuellement, c'est à eux de synthétiser ce qui a été dit, en rajoutant parfois une idée ou une autre. Et donc, voilà, ceux-là, on les sollicite parce que sinon, on a tendance à les oublier dans la classe. Voilà, dans le feu de l'action, c'est vrai qu'on, c'est pas évident. Or, dans cet atelier philo, c'est un petit peu privilégié. Et puis, souvent, quand je réussis à le faire en demi-groupe, là, tout le monde peut prendre la parole. Ouais. C'est plus facile aussi, quand on est timide, que de prendre la parole devant un grand groupe. Donc voilà. Mais c'est pas toujours évident de faire parler les petits parleurs, comme vous dites. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison ? Aucune idée. Alors, je ris beaucoup. Donc, j'aime beaucoup tourner les choses en dérision et surtout me moquer de moi-même. Donc, je pense que du coup, je ne saurais pas vous dire quelle est la dernière fois où j'ai ri aux larmes. Je pense que c'était il y a pas longtemps. Mais je ne saurais pas dire aux larmes. Ouais. Ça peut m'arriver quand je suis très fatiguée. Parce qu'il y a un mélange du coup de fatigue et de rire qui fait que les larmes sortent plus facilement. Mais et comme on est en période un peu presque hivernale, je suis un petit peu fatiguée, donc j'ai dû rire aux larmes récemment, sans doute. Mais on entend bien que vous êtes une rieuse. Oui. Si j'ose dire. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel ? Alors, pour plaisanter, je vais dire 16h30. Non. Non, le moment de la journée que je préfère, c'est le moment où tout le monde est dans son lit. Et moi aussi. Et je commence à prendre mon livre et je commence à lire. Et là, j'ai ma petite bulle qui va durer, selon les jours, plus ou moins longtemps, puisque si je suis très fatiguée, ça va durer 5 minutes. Mais ça peut aussi durer 1 heure, 2 heures, si je suis vraiment happée par ma lecture. Et c'est un moment de pur bonheur. Voilà. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous ? Alors là... un petit peu par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, je dirais que la valeur qui a le plus de sens pour moi, c'est de rester toujours curieux, d'être toujours en recherche de connaissances. C'est important de ne pas se laisser enfermer justement dans un système de pensée. On est plutôt d'ailleurs dans une période où c'est pas toujours évident de s'y retrouver justement au niveau des informations. On a tendance à mettre en avant des opinions sans les interroger justement. Il y a parfois une certaine médiocrité aussi qui est un peu mise en avant par les réseaux sociaux. Et je pense que c'est important de vouloir toujours apprendre, c'est-à-dire questionner le monde, questionner ses propres savoirs. Pour moi, la connaissance, c'est vraiment une porte vers la liberté, que ce soit par les lectures ou tout simplement en écoutant une émission de radio en voiture, en discutant avec une personne qui va nous apprendre des choses qu'on ignorait. Ça nous permet de nous décentrer en fait, et du coup aussi d'aller mieux, parce que on est plutôt dans un monde en ce moment qui va pas très bien. Et je trouve que connaître, apprendre et avoir ce goût aussi de l'effort, de s'améliorer, c'est quelque chose qui est très jouissif. Et d'ailleurs, quand j'écris, c'est mon plus grand plaisir, ça, c'est de faire, de refaire, de refaire, de peaufiner, d'améliorer. En fait, je trouve qu'il y a énormément de plaisir à prendre dans ça. Et puis, ça nous permet aussi de mieux comprendre les autres, d'être un peu plus en empathie, parce que quand on apprend des choses, on voit aussi que rien n'est figé. Et voilà. Et moi, en fait, je voudrais bien être une éternelle étudiante. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je suis toujours à l'école. Ouais, j'allais le dire. Ouais. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ? Quelle compétence me rend un peu fière ?
C'est un peu facile, mais j'ai toujours eu des compétences rédactionnelles, donc c'est facile pour moi. Voilà, c'est facile pour moi de prendre la plume et voilà et de rédiger. Ça a toujours été quelque chose de naturel, beaucoup plus que de parler avec vous maintenant, par exemple. Je suis plus à l'aise sur une feuille de papier que lors d'un entretien, mais voilà, je suis vraiment à l'aise à l'écrit. Ça, c'est quelque chose qui est comme ça depuis toujours et dont je suis plutôt fière, oui. Méfiez-vous parce que vos collègues vont vous coller systématiquement à la rédaction des comptes rendus de conseils d'école, de conseils de site. Il y en a qui ouais. C'est déjà le cas? C'est déjà arrivé. Mais ça me dérange pas parce que je vais assez vite en fait. C'est ça, c'est assez efficace. Prof, etc. Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui? Oh, alors là, vivant ou mort? J'aimerais là comme ça être un personnage historique important. Je sais pas, une femme. On va dire Simone Veil par exemple. Ouais. Une grande personne au sens avec une majuscule. Oui. Une grande figure, oui, c'est vrai. Une grande figure, oui. Oui. Par exemple, je pense à elle parce que je crois qu'on a fêté sa mort il y a pas très longtemps et oui, c'est quelqu'un qui a fait des choses remarquables. Qui d'ailleurs ont toujours des conséquences sur nos vies aujourd'hui. Et sur la vie des femmes particulièrement. Surtout, oui. Comment définissez-vous le succès? Alors là, le succès, je ne sais pas. Parce que le succès, c'est très relatif. Ça dépend de ce qu'on entend par succès. Par exemple, moi, je me souviens d'un ami auteur qui m'avait dit au tout début, quand j'ai commencé, n'oublie pas que chaque livre lu est une réelle victoire. Donc, il faut prendre chaque livre lu finalement comme un succès. Ouais. Et c'était pourtant un ami auteur qui vendait des centaines de milliers de livres qui m'avait dit ça. Donc, je trouvais ça extraordinaire. Ouais. Voilà. Donc, je pense que définir le succès, je pense que c'est relatif à chacun. Et je suis assez d'accord avec cet auteur. C'est-à-dire que chaque fois qu'un lecteur vient me voir sur un salon et pour me parler de mon livre, je me sens toujours je suis toujours surprise et émue en fait. Pour moi, ça c'est un vrai succès. Alors, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Le temps passe vite et j'ai quand même une dernière question à vous poser. Oui. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années? J'aimerais dès là, pour les 2 prochaines années, j'aimerais déjà que mon nouveau roman me permette d'aller à la rencontre de mes lecteurs. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas une 5e vague trop lourde. Je me souhaite aussi de beaux moments à travers la musique, puisque je fais des lectures musicales de mes romans. Donc, ce sont toujours des moments forts avec le public. Donc là, je suis en train d'écrire avec mon compagnon des nouvelles chansons que je chanterai en fait au public dans quelques mois. Donc je me souhaite de belles rencontres à ce niveau-là. Et j'aimerais dans les 2 ans à venir me ménager plus de temps encore pour écrire et notamment écrire peut-être des choses un peu différentes. J'aimerais beaucoup écrire pour la jeunesse par exemple. Et peut-être un genre complètement différent de ce que je fais habituellement. Voilà, mais ça, j'en dis pas plus. on garde ça pour la saison 3, alors, de Prof, c'est ça. etc. Exactement. Merci Sophie d'avoir accepté mon invitation. Mais je vous en prie, merci à vous. Et merci aussi à Frédéric Klein de nous avoir mis en relation. Oui, merci à elle. Je mettrai toutes les références de vos romans en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer par exemple. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles
5 de préférence sur l'application Podcast depuis un iPhone ou un iPad ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous avez envie, vous aussi, de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.